Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interviewe pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute! À mes copines et collègues créatrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créatrice Power. J'ai le plaisir d'avoir à mon micro aujourd'hui Audrey, créatrice de jouets pour chats pour la boutique Féline. Bienvenue à toi dans ce podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Audrey, j'ai découvert ton univers grâce à la recommandation de Charlène Amiard qui nous avait fait le bonheur de venir nous parler de comment vendre ses créations sur Instagram et sur TikTok dans ce podcast il y a quelques mois. Et je me réjouis d'en découvrir un petit peu plus sur toi et sur ton entreprise créative. Bienvenue encore à toi. Est-ce que je peux commencer par te demander de bien vouloir te présenter pour les auditrices de Créatrice Power et nous expliquer ce que tu crées et ce que tu vends dans ton entreprise créative? Écoute, merci à toi de m'accueillir sur ce podcast. Alors, bonjour à toutes du coup et à tous si des hommes se joignent à nous également, des créateurs et créatrices. Alors moi du coup c'est Audrey et je suis effectivement la créatrice de la boutique Féline que j'ai créée en 2020, donc il y a bientôt 4 ans. Alors c'est une boutique un peu particulière, c'est une niche un peu particulière, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément partout, puisque moi ma cible directe de clients en fait, ce sont les propriétaires de chats. Donc c'est vrai qu'au départ quand je me suis lancée, c'était un peu particulier parce qu'on me regardait d'un air mais tu fais des jouets pour chats. Donc voilà, moi effectivement je suis créatrice de jouets pour chats, je crée des jouets en feutrine principalement qui sont en fait designés et créés par mes propres soins et avec des formes un peu ludiques. Par exemple, on retrouve une pizza, on peut retrouver un gâteau d'anniversaire pour fêter des occasions un peu spéciales avec son chat. Et il y a toute une gamme à Noël, par exemple, où je me fais vraiment plaisir et je fais plaisir en même temps au chat. Et à côté de ça également, je propose tout ce qui va être couchage avec des paniers et également des super couvertures. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je propose au niveau de mon univers et c'est vraiment axé sur le chat, tout en ayant ce côté un petit peu féminin qui tend un petit peu vers le côté déco en me disant, voilà, on aime bien les jouets pour chats, on aime bien les petits paniers, mais parfois ça colle pas forcément. Et du coup, c'est ce que j'aime aussi apporter dans ma boutique, c'est que on peut faire plaisir à notre chat, laisser traîner dans le salon, ça reste fun, ça reste sympa, et on culpabilise pas en se disant, oh, c'est le bazar, bah non, parce que du coup, c'est super cool, et voilà. Alors, en 2020, tu te lances, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à créer ces objets puis tu dis, tiens, pourquoi ne pas les commercialiser? Ou est-ce qu'en amont, il y a déjà un lien avec la création, avec l'univers du chat? Raconte-nous un petit peu comment tout ça se met en place. Alors le chat en soi, enfin c'est vraiment une passion depuis toute petite. J'ai eu mon premier chat, j'avais 4 ans. C'est moi qui l'ai choisi entre guillemets, puisque du coup c'est moi qui l'ai adopté avec mes parents. Et j'ai toujours eu des chats, j'ai toujours vécu avec des chats, donc vraiment le chat était une passion même dans ma vie. Voilà. Et en fait, il faut savoir qu'en 2019, j'ai quitté mon boulot suite à un burn-out, suite en fait à une grosse pression au niveau de mon entreprise. Donc je suis partie en août 2019, j'ai claqué la porte honnêtement. Je suis partie en vacances et en fait, j'ai passé les pires vacances de ma vie. C'était vraiment, mais peut-être que certaines vont se reconnaître là-dedans, mais en fait, tous les jours, je comptais les jours jusqu'à temps que je reprenne le boulot. Mais les jours, les heures, c'était interminable. Et le jour J, en fait, j'ai pas pu y aller. Je me suis retrouvée vraiment paralysée, enfin tétanisée, impossible d'y retourner. Et là, je me suis dit, en fait, stop. Il faut que j'arrête parce qu'en fait, c'est ma santé mentale qui en prend un coup et je ne pouvais plus. Donc de là, en fait, je me suis retrouvée sans travail, au chômage. Et un jour, en fait, voilà, je me baladais en prenant le temps pour moi de réfléchir à ce que je voulais faire. Je me baladais et en fait, j'ai fait la rencontre d'un chat, d'un Maine Coon. Donc c'était toujours en fait mon rêve. Faut savoir que le Maine Coon c'est une race qui est vraiment super. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. C'est des chats qui sont majestueux, qui sont charmants. Enfin vraiment, ils sont top. C'est vraiment des chats chiens, typiquement. Et donc, j'ai adopté Ralph en octobre 2019. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé effectivement à essayer de m'intéresser à ses besoins, parce que c'était mon premier chat à moi, c'est mon vrai premier chat que j'ai adopté pour moi et non pas pour ma famille. C'est vraiment mon bébé, quoi. Et du coup, tout part de là, tout part de lui. Et j'ai commencé effectivement à réfléchir à des jouets qui étaient quand même plus sains, qui étaient quand même plus attrayants, parce que ce qu'on trouvait dans le commerce, c'était pas du tout... il jouait avec 5 minutes et puis après, ça finissait dans le placard ou à la poubelle.
Et en fait, tout est parti de là, tout est parti de lui. Et c'est vraiment en période Covid, au moment du Covid, quand on a dû en fait créer des masques, tout simplement parce qu'il y avait eu des ruptures de masques. Et en fait, c'est là où j'ai appris à coudre. Donc, faut savoir qu'également, je n'ai pas du tout la main, enfin, je ne suis pas couturière de base. Je n'ai aucun diplôme en couture, je suis autodidacte et j'ai appris à coudre en fait sur le tas, complètement sur le tas. Donc là, c'est pareil pour les personnes qui se lancent et qui disent ouais, mais moi je sais pas faire. Ne vous arrêtez pas à ça parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut apprendre énormément de choses même si on n'a pas le diplôme pour. Donc voilà, tout est parti de là. Et après, il faut savoir aussi que j'ai une âme assez créative, étant hypersensible dans l'âme. J'ai quand même ce côté créatif que j'ai au quotidien qui m'accompagne depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité tout simplement, et j'aime beaucoup tout ce qui est matière, enfin tout ce qui est activité ludique, activité voilà avec les mains, et donc je pense que ça m'a aidé en même temps à trouver ce que j'avais envie de faire et ce qui m'anime aujourd'hui. Eh bien, merci à toi. Tu te mets à créer ces premiers jouets. J'imagine que Ralph est donc ton cobaye un peu, si je puis me permettre l'expression. Et à quel moment tu te dis, OK, là maintenant, je tiens quelque chose, je me lance. Alors ça a commencé, en fait, j'ai commencé effectivement à créer des jouets pour Ralph au final, et quand je me suis rendu compte qu'il adorait les jouets, je me suis dit, oh, il y a un truc. Et en fait, en discutant autour de moi, alors faut savoir que j'ai un compte Instagram spécifique à mon chat. Grande fan de mon chat, on a été jusqu'au bout. Et effectivement, j'ai un compte Instagram, donc Une vie de Coon, où là, en fait, je partageais les aventures de Ralph. Et effectivement, en montrant un petit peu ce que je faisais de mes mains, en montrant les jouets, j'ai eu des retours en me disant, mais c'est super mignon, oh, mais j'adore, et des personnes qui voulaient tester. Donc, j'ai commencé de là, en fait, en essayant de me faire connaître un petit peu comme ça, en envoyant des jouets gratuitement aux personnes avec qui j'avais des contacts assez proches, avec qui je parlais régulièrement. Et on m'a dit, en fait, mais tes jouets sont géniaux parce que mon chat ne joue avec rien et là, il joue avec. Et j'ai commencé de fil en aiguille, en fait, à me dire, bon, bah, il y a peut-être quelque chose, en fait, il y a peut-être un truc qui manque sur le marché du chat aujourd'hui. Et en fait, bah, d'une idée un peu spontanée et pas du tout, enfin qui était pas du tout dans l'ambition d'ouvrir mon entreprise, j'ai fini par me retrouver à faire un business plan, à aller chercher du coup les besoins et autres, enfin vraiment un truc monté, enfin vraiment j'ai fait mes recherches avant de me lancer quoi, et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un super marché et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et à ce moment-là, quand tu fais tes premières recherches, ton business plan et tu analyses un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que tu as autour de toi comme concurrent? J'imagine les grandes chaînes où on peut acheter voilà, la nourriture et bien d'autres choses pour les animaux, mais est-ce que tu avais d'autres créatrices qui proposaient des objets similaires ou qui répondaient à une même problématique entre guillemets? Ou est-ce que tu te dis ah ok bon bah il y a de la place, il y a de la place, j'y vais, je fonce. Alors, c'est vrai que les premiers concurrents, les plus gros, ça va être tous les créateurs qu'on connaît tous, qu'on retrouve dans les grandes animaleries et autres. Donc ça, pour le coup, voilà, c'est vraiment des gros, gros concurrents parce que c'est le côté le plus simple. On les trouve partout, on arrive facilement à les acheter. Ils sont en grande surface, ils sont vraiment présents, il y a de la visibilité. Et après, c'est vrai que c'est un marché qui n'était pas très développé. Il y avait quelques créatrices de jeux pour chat et encore aujourd'hui, c'est encore un marché qui est en développement. Il y en a de plus en plus, mais en faisant la recherche, je me suis rendu compte que effectivement, il y avait 2 ou 3 personnes qui faisaient ce genre de choses, mais pas forcément ciblées pour le jouet pour chat. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du couchage et effectivement des couvertures, notamment pour tout ce qui est élevage et choses comme ça. Alors ça, c'était vraiment plus ciblé couchage, mais effectivement, le jouet pour chat en soi, il n'y avait pas d'experts, il n'y avait pas de personnes qui avaient vraiment ce côté expertise, ce côté vraiment je connais le terrain, je sais ce qu'il faut, voilà. Donc il manquait, je trouvais vraiment ce côté un peu fait main artisanal, mais en même temps un produit qui fonctionne et un produit qui soit attrayant. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de concurrence entre guillemets et que c'était peut-être effectivement le bon moment pour se lancer. Et donc là, tu me dis qu'entre-temps, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui sont apparus. Comment ça s'est passé pour toi et ton entreprise, le fait de découvrir qu'il y avait une concurrence qui apparaissait? Est-ce que c'est quelque chose que tu as accueilli avec crainte, avec colère, avec plaisir? Bon, j'exagère un petit peu évidemment, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors, faut savoir que pour l'histoire, mon papa est aussi artisan. Il est à son compte depuis des années. J'ai toujours connu mes parents qui travaillaient eux-mêmes. Et mon père a toujours dit, en fait, il y a du travail pour tout le monde. Dans le sens où il y a énormément de chats en France. La moitié des foyers français ont un chat. Et je suis loin de dire que je vais conquérir toute la France. Donc moi, à mon sens, en fait, je l'ai plus vu positivement en me disant, chouette, enfin des personnes qui s'intéressent vraiment au bien-être animal et vraiment au bien-être du chat. Je vais pas être toute seule.
Donc je me suis dit, en fait, dans ce combat, je suis plus tout seul à essayer d'aller grignoter chez les grands géants. Je me suis dit, en fait, on va être plusieurs et on va réussir à se faire entendre peut-être et du coup créer peut-être un peu cet univers où effectivement la création arrive aussi chez les animaux. C'est très connu chez les chiens. Il y a beaucoup de choses accessoires pour chiens, mais effectivement les jouets pour chats, c'est assez rare qu'on trouve des créatrices de jouets pour chats. Donc quand on parle d'une nouvelle créatrice de jouets pour chats, alors oui, il y a toujours un peu la méfiance de se dire bon, est-ce qu'elle va pas pomper mes idées? Est-ce qu'elle va pas venir un peu s'inspirer de ce que je fais? Mais après à côté, il y a aussi ce côté chouette. Il y a enfin en fait du choix pour nos chats au niveau du jouet et au moins des jouets de qualité. Donc voilà, c'est un peu entre guillemets un peu des deux, on va dire, vraiment le côté positif. Mais après, voilà, il y a toujours un peu l'anxiété de se dire, bon, est-ce que du coup, elle va pas venir voler mes idées? Enfin, est-ce qu'elle va pas venir s'inspirer d'un peu trop près de mes créations? J'ai pas eu trop le cas en ce moment, ni même sur les autres années. Donc après, voilà. Et je suis quelqu'un qui est très positif. Donc je me dis, même si on s'inspire de ce que je fais, c'est qu'au final, ce que je fais, c'est bien et que je le donne envie. Et tant pis, j'aurai d'autres idées et j'évoluerai toujours un peu plus. Et voilà. Et est-ce que ces nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes, se sont avérés être des alliés pour toi pour aller grignoter le marché des grands ou pas forcément ou pas encore, ou il est trop tôt pour peut-être tirer des conclusions? Peut-être un peu trop tôt, je dirais, pour tirer des conclusions, parce que je pense que pour le moment, on est toujours sur un marché de niche où on a besoin de se faire découvrir, de vraiment se faire connaître, parce que bien trop souvent, quand on demande aux gens où est-ce qu'ils vont acheter leurs jouets, ça va être grande surface, animalerie, et on pense pas forcément aux petits créateurs, aux petites boutiques. Donc voilà. Et après, il y a aussi un petit peu ce côté personnel où chacun a son propre caractère. Moi, je suis quelqu'un de très bienveillant, très positif, très ouverte, assez transparente aussi sur tout ce que je fais, notamment, voilà, je montre tous mes coulisses, je j'ai pas honte de parler de ce que je fais ni quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas de toutes les créatrices et parfois certaines créatrices en fait vont forcément être plus comment dire, enfin un caractère où elles vont pas forcément être sympathiques ou pas forcément avoir envie de faire copain ou de s'allier. Donc voilà. Après moi je suis complètement OK avec ça, c'est propre à chacun, mais voilà, en tout cas moi je suis pas du tout dans la lignée de me dire il faut que j'écrase ma concurrence, loin de là. Ma concurrence actuelle, je la vois pas dans les créateurs, je la vois effectivement dans les grands groupes qui nous fournissent des jouets Made in China avec des herbes à chat Made in China traités, plein de pesticides et plein de choses très mauvaises pour nos animaux, très nocives. Et voilà, vraiment mon combat il est là, c'est pas du tout d'être la meilleure créatrice, loin de là, c'est d'être enfin reconnue pour ce que je suis et voilà de me dire que demain on pourra très bien retrouver les jouets de la boutique féline à côté des jouets de la concurrence X qui fabriquent en Chine, tout simplement. Mais je t'entends parler et puis évidemment j'ai vu ton site internet, je vois ta page Insta, enfin la manière dont tu communiques et on voit vraiment qu'il y a un vrai amour du bien-être animal, enfin amour de l'animal et volonté d'être là pour le bien-être animal. Est-ce que ça fait partie des valeurs que tu as voulu mettre en avant dans ton entreprise créative? Quels sont les points vraiment importants sur lesquels tu as voulu insister? Je vois aussi que tu parles de qualité du produit, je vois que tu parles de tas de choses. Quelles sont les valeurs qui, toi, t'ont vraiment animé dans le lancement et le fait de faire grandir cette entreprise créative? Bah, comme tu l'as dit, le respect déjà du bien-être animal, je trouve que c'est primordial. Autant sur le plan physique, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à prendre soin de nos animaux, qu'on arrive à s'en occuper, qu'il n'y ait, enfin, j'aimerais dans un monde parfait, idéal, qu'il n'y ait plus d'abandon, qu'il n'y ait plus de maltraitance et autres, mais ça, voilà, c'est vraiment un rêve qui, malheureusement, ne verra jamais le jour. Donc moi, en fait, à ma hauteur, j'ai envie d'aider les gens à prendre soin de leurs animaux au quotidien et en créant des produits qui sont adaptés à eux en premier lieu. Je suis pas comme ces grands groupes qui vont en premier viser le porte-monnaie des clients. Moi, je vise vraiment le besoin de l'animal avant tout. Donc, c'est pour ça que parfois, j'ai des produits comme le panier. Le panier, j'ai mis 1 an et demi à le sortir parce que j'ai fait des tests, parce que j'ai fait des tests de tissu, parce qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place pour ce panier et je l'ai pas sorti avant parce qu'il n'était pas prêt. Pareil, j'aime être transparente sur les valeurs de ma boutique, sur aussi la provenance de mes produits, et ça, j'en parle énormément. Je mets toujours en avant le fait que j'essaye de consommer un maximum français et local. Pour les herbes à chat, c'est le cas. J'utilise des herbes à chat qui sont de base de qualité humaine, c'est-à-dire que normalement c'est pour la consommation humaine, pour faire des tisanes et des mélanges de thé aux choses comme ça. Donc elles sont pas traitées, elles sont sans pesticides, vraiment des choses de qualité. Pareil pour tout ce qui est rembourrage, c'est du rembourrage qui est fabriqué en France. Tous mes tissus sont élaborés du coup en Europe, donc principalement en Italie. Donc vraiment, voilà, j'essaye de consommer au maximum local, français et européen.
Et j'espère qu'à travers ça, même voilà, si les gens parfois, c'est vrai qu'ils butent un petit peu sur le tarif des jouets parce que c'est toujours assez conséquent comme budget, il faut se dire qu'on investit sur un produit qui quand même a des valeurs transparentes, qui sont engagées vers le respect du bien-être animal et en même temps un petit peu l'écologie parce que moi, mon tissu, il fait pas des milliers de kilomètres pour arriver dans mon atelier. Il ne pas le monde entier pour arriver par cargo qui pollue dans mon atelier. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses. Et puis, je pense que au final, j'ai trouvé ces valeurs au fur et à mesure en évoluant dans mon entreprise et je me suis rendu compte que je les avais depuis le début, mais que je les avais pas assez échangées, enfin que je les avais pas assez partagées. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de les mettre plus en avant pour vraiment du coup essayer de faire comprendre que oui, je suis là pour vos animaux et pas que pour faire un business. Certes, ça reste un business parce qu'il faut en vivre, mais derrière ça, je veux en vivre correctement en respectant vos animaux. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est aujourd'hui, donc à ce stade, donc tu me disais que tu avais commencé en 2020, est-ce qu'aujourd'hui c'est un business dont tu peux en vivre ou c'est quelque chose que tu fais à côté d'autres choses ou comment ça fonctionne pour toi aujourd'hui? Alors, je suis à plein temps depuis le lancement de ma boutique. Donc, j'ai eu la chance. Il faut savoir que en France, quand on quitte, alors ça, c'était à l'époque en 2019-2020, quand on quittait en fait son travail, on avait la chance en fait, dans le cas d'une reconversion, de pouvoir être épaulé par le chômage par Pôle Emploi. Donc, j'ai eu la chance d'être épaulée par Pôle Emploi pendant un certain temps, parce que plus je rentrais du chiffre d'affaires et plus ça décalait mes droits. Donc, pendant 2 ans et demi quasiment, j'ai eu droit. J'ai eu la chance en fait d'avoir pu m'investir à 100% dans ma boutique puisqu'en fait j'avais ce soutien financier qui était à côté pour vraiment m'épauler. Il faut savoir que du coup le soutien financier il s'est terminé en 2020, fin 2022. Donc depuis fin 2022, ça fait 1 an et demi maintenant que du coup je travaille et que je vis de mon entreprise seule. Donc c'est un super challenge pour moi parce que honnêtement j'avais du mal à y croire au départ. La première fois on m'a annoncé que voilà la fin de mes droits est arrivée, je me suis dit voilà c'est concret, là il faut que j'y arrive parce que sinon ça s'écroule et j'ai plus rien. Alors je vais pas mentir, c'est pas facile tous les jours, hein. Je ne suis pas je ne suis pas de là à vivre de ma passion et de là à me dire je me fais un super salaire, je peux partir en vacances. Mais au-delà de ça, en fait, il y a plus que ça. Je gagne ma vie convenablement. En fait, j'en vis. Je suis pas à la rue ni quoi que ce soit. J'en vis. Après, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a sa propre maison, donc du coup, ça assouplit un petit peu le côté financier. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi d'avoir pu faire énormément d'investissements sur mon entreprise. Et si je valorise aujourd'hui mon entreprise, effectivement, j'ai fait pas mal d'achats mais j'ai une entreprise qui peut fonctionner convenablement. Aujourd'hui, ce qui me manque honnêtement, c'est surtout la visibilité, et ça, on en reparlera si tu veux, mais c'est vraiment le côté le plus négatif, on va dire, dans une entreprise, c'est se faire connaître. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est l'un des points noirs en fait de mon entreprise parce qu'il faut que je travaille énormément. J'ai de quoi assurer en fait le business et il faut que je continue à me faire connaître. Donc oui, j'en vis. C'est pas facile tous les jours. Je pars pas en vacances tous les 4 matins. Je pars pas en week-end tous les 4 matins. Mais je suis heureuse de faire ce que je fais et je me lève tous les jours pour quelque chose que j'aime faire. Et honnêtement, pour rien au monde, je changerais ça. En tout cas, déjà félicitations parce que Merci. c'est pas le cas c'est pas le cas de tout le monde et moi je trouve ça toujours ça me fait plaisir en fait de montrer aussi et de pouvoir montrer aux créatrices que qu'on peut y arriver. Il y a une variété de profils énorme. Il y a celles qui arrivent et boum, il y a un buzz et puis ça décolle et puis ça retombe aussi vite que ça a décollé. Puis il y a celles qui vont mettre petit à petit du temps mais qui vont y arriver. Puis il y a celles qui vont décoller plus facilement et puis ça va être en dents de scie. Donc il y a vraiment, je pense, autant de modèles de vie d'entreprise créative qu'il y a de créatrices. Mais le fait de pouvoir, en tout cas, témoigner et assister au fait que ça grandit, on prend de la place et puis comme tu dis, tu arrives et tu fais partie de celles qui développent une niche qui était inexistante. Moi je trouve ça vraiment admirable et bravo à toi. Ça me fait penser à la question suivante qui est de te demander est-ce que tu as depuis 2020 changé des choses dans ta manière de faire fonctionner ton entreprise créative pour justement la faire grandir? Ou est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu faisais en 2020 et puis tu essayes de t'adapter un petit peu comme ça à ce que tu vois autour de toi? Alors, quand j'ai commencé en 2020, je faisais tout à la main. Donc, c'est-à-dire que chaque jouet était conçu à la main, je prenais du temps énormément à faire des jouets. Et je me suis vite rendu compte au bout de 3 4 mois que c'était pas jouable, que ça pouvait pas être une entreprise viable et qu'à un moment donné, en fait, je me suis posée et je me suis dit, voilà, là, demain, si je veux en vivre, si je veux en faire une entreprise fonctionnelle et avec laquelle je peux aller plus loin, il faut que je trouve une solution. Donc, jusqu'à fin 2020, je suis restée sur le fait de créer à la main. J'ai ouvert en août 2020. En août 2020, et du coup, pendant jusqu'à fin 2020, j'ai gardé le côté un peu artisanal à la main.
Et je me suis remise en question en janvier, après une période très compliquée de Noël, parce que j'avais des commandes et en fait, en faisant tout à la main, j'avais des douleurs au poignet, je pouvais pas parfois assurer les commandes, ça a été très compliqué à certains moments. Et je me suis dit, là, stop, c'est pas viable, c'est pas du tout le bon business model. Donc j'ai tout remanié, je suis passée à une fabrication à la machine. Donc j'ai quelques machines qui m'aident en fait à découper et à assembler, mais ça reste voilà de la création artisanale puisque du coup c'est moi qui crée, c'est quand même mes petites mains qui vont pousser les jouets sous la machine, donc voilà. Et voilà, il y a eu des choses remises en question, surtout sur ça. Il y a également aussi la façon de faire, c'est-à-dire qu'avant je travaillais à la commande. J'attendais en fait d'avoir une commande de chaque. Enfin voilà, je travaillais vraiment à la commande. Je prenais le temps de faire chaque commande une à une. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que si tu veux être performante, si tu veux être rapide, si tu veux répondre aux besoins de la cliente de se dire quand elle est une semaine, elle a son produit chez elle, il faut travailler sur stock. Donc aujourd'hui, alors je travaille sur stock, je fais pas énormément de stock, mais je fais des séries en fait de jouets et ça va beaucoup plus vite pour moi. Je gagne du temps et c'est pareil, ça me mentalement, je suis apaisée parce que j'étais arrivée à un moment donné où effectivement créer à la demande, c'est pareil. En fait, j'avais beaucoup de demandes, sauf que bah j'étais complètement perdue, j'étais dépassée. Je me suis dit là, c'est pareil, il faut que je me mette en question. Et je pense qu'en fait, une entreprise, c'est ça, c'est que même malgré les années, tu vas toujours évoluer, tu vas toujours apprendre et tu te remettras toujours en question. Et plus ça va, et plus là, tu vas dire, OK, là, du coup, je commence effectivement à comprendre comment ça fonctionne. Il faut que je change à ce niveau-là et autres. Donc, quand j'ai commencé avec mon entreprise en 2020, ça n'a rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Et effectivement, quand je regarde en arrière, je me dis, ouais, enfin, en 4 ans, j'en ai fait énormément. On se rend pas compte comme ça. Et le fait de me poser là, de discuter avec toi, je me dis, mais waouh, quoi, j'ai fait tout ça. Et du coup, ouais, c'est beaucoup de d'évolution et c'est que du positif, quoi. Et du coup, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te vois évoluer comment? Bonne question. J'espère être reconnue comme l'une des créatrices, enfin l'une des boutiques spécialisées pour le chat. J'aimerais, en tout cas, peut-être accompagnée d'une personne. J'aimerais bien que ma maman puisse m'aider au quotidien, parce qu'elle m'aide quand même un petit peu. Ma maman fait de la couture, donc qu'elle m'aide plus souvent, on va dire, que je puisse peut-être l'embaucher aussi dans mon entreprise et qu'on puisse du coup continuer à deux sur cette lignée. Et toujours authentique, toujours bienveillant, toujours moi à la tête de cette entreprise, toujours voilà, peut-être un peu plus de monde pour m'aider au quotidien, à préparer les commandes ou voilà, ne serait-ce que qu'avoir quelqu'un pour m'aider à coudre, ce serait top. Mais toujours dans cette ambition d'aller conquérir le monde du chat et du bien-être du chat, mais en restant tel que je suis en fait. Mhm. Tu nous disais que donc tu as commencé par l'amour du chat, puis tu as décidé de trouver des jouets qui pourraient s'adapter vraiment à l'animal que tu aimais tant. J'en déduis donc, mais je prends des pincettes parce que je ne sais pas ce que tu faisais avant, mais j'en déduis donc que tout ce volet entrepreneurial est venu se rajouter à la passion de créer et à ton amour pour les chats. Comment est-ce que tu as vécu le fait de passer de créatrice à entrepreneuse créative? Est-ce que tu t'amuses, par exemple, dans le fait de développer ta stratégie de communication, de vente, etc., à être en contact avec les fournisseurs, enfin bref, avec les mille et une casquettes qu'on peut porter, endosser quand on est entrepreneuse créative, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu lourd au quotidien? Je dirais que c'est 50-50 en fait, parce que tu prends toujours plaisir quand c'est ton entreprise, quand c'est la tienne, tu as toujours ce côté un peu plaisant. Mais effectivement, tout ce qui est le à côté, qui n'est pas la création, parfois ça peut être une charge mentale énorme et tu te rends compte que parfois ça te pèse parce que tu n'as plus le temps pour la créativité. Honnêtement, il y a eu des moments en fait où je m'étais dit je vais arrêter parce que mon cœur n'y était plus, parce que ma tête n'y était plus, parce que je j'arrivais plus à créer. En fait, je créais plus par amour, je créais par besoin des gens. Et à partir du moment en fait où tu réfléchis comme ça, où tu crées plus par amour, je pense que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il faut savoir se remettre en question. J'ai eu la chance à ce moment-là que Charlie rentre dans ma vie et m'ouvre un petit peu les yeux et m'apprenne un petit peu beaucoup de choses de sa stratégie qui m'ont énormément aidée. Et à ce jour, effectivement, tout ce qui est communication, je l'apprends plus, effectivement, plus souple. Alors, il y a des moments avec, il y a des moments sans, il y a des moments où j'ai pas d'idée non plus de stratégie, mais l'avantage, enfin, d'idée de communication, mais l'avantage de sa stratégie, c'est que ça nous oblige aussi à se poser et à essayer de réfléchir un petit peu comment ça fonctionne. Et je trouve effectivement que parfois, il y a des choses dans le côté entrepreneuse qui sont pesantes et on se fait pas toujours comprendre.
Parce qu'on nous dit, ouais, mais c'est cool, tu travailles chez toi, t'es bien chez toi, enfin voilà. Mais on oublie qu'à côté, il y a de la comptabilité, même si c'est allégé, il y a, enfin, se faire connaître. Ça, comme je dis, c'est vraiment mon gros point noir aujourd'hui, c'est la visibilité. Et c'est vrai que du coup, se faire connaître, parfois, ça peut être un poids immense sur les épaules et on se dit, en fait, j'ai tout pour réussir, mais personne ne me voit, je suis invisible. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et ouais, parfois c'est dur parce que comme je te dis, t'as plus le cœur à faire ce que tu fais. Et dans ces moments-là, je pense que il faut se poser, il faut prendre du temps pour soi et se dire, voilà, on repart de zéro. Oublie que t'as besoin de te faire connaître et recrée avec le cœur et tu verras, ça ira mieux. Mhm. Mais c'est très intéressant ce volet sur la visibilité parce que c'est vrai que on vend en ligne, enfin en tout cas en partie, on a un site internet et on a une présence en ligne qui est là et qui est ouverte au monde entier. Parce que voilà, on a un site internet, tout le monde peut y accéder. On a un compte Instagram, encore une fois, on est visible. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus tant un avantage, mais que c'est un prérequis. C'est-à-dire que si on veut avoir une entreprise en ligne, on doit être visible, on doit avoir un site internet qui ressemble à quelque chose, on doit avoir une page Instagram. Alors, tout le monde ne s'en sert pas de la même manière, mais ça, c'est une question de stratégie. Mais il faut qu'on soit là parce que sinon, quelque part, on part avec des points négatifs. On perd en crédibilité, alors qu'en fait, au final, peut-être pas. Hein, mais donc tout ça, c'est le volet positif, c'est d'avoir une espèce de vitrine ouverte sur le monde sans devoir payer un loyer pour une boutique physique ou sans être limité localement à des gens qui ont la possibilité physique d'arriver jusqu'à nous. Mais le pendant de ça, c'est qu'on se retrouve noyé dans les boutiques du monde entier, que ce soit des boutiques sérieuses, que ce soit des grosses arnaques, que ce soit parce que c'est ça aussi. Et à ce stade-ci, même si les législateurs travaillent sur le fait de réussir à distinguer ces choses-là et en tout cas de limiter l'apparition, par exemple, de comptes qui se prétendent français ou européens et puis au final on rend compte qu'on a des adresses qui se retrouvent à l'autre bout de la planète, etc. Mais même si on est en train d'essayer de réglementer tout ça, on en est qu'aux prémices et donc forcément, nous on est là, coucou, je suis là, mais comme en fait des millions et des millions et des millions d'autres comptes. Est-ce que toi, à ce niveau-là, donc tu parles du fait que c'est un point noir pour toi, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné dans ta réflexion ou où est-ce que tu te trouves par rapport à ça? Alors, comme tu dis, ouais, c'est super compliqué de se retrouver noyé par rapport à d'autres. Enfin, il y a tellement de choses maintenant sur Internet qu'on se retrouve vite noyé. J'ai commencé en premier à vendre sur une plateforme qui était dédiée aux faits main. Je sais pas si je peux la citer ou pas. Oui, oui, tu peux. Etsy, donc pour celles qui connaissent, les créatrices connaissent sûrement. Je me suis dit, ouais, c'est le bon credo parce que du coup, je vais me retrouver vraiment sur ma cible, ma niche, enfin, les personnes qui cherchent de l'artisanat, qui cherchent des choses au top. Et au final, je me suis vite rendu compte que sur Etsy, c'est moi qui ramenais la clientèle. Sachant que pour celles qui veulent se lancer, je vous invite à étudier quand même tout ce qui est frais liés à Etsy, car c'est vraiment des frais cachés. On se rend pas compte comme ça, mais quand vous faites à la fin du mois, quand vous faites le topo, on se rend compte que tout ce qui va être vente générée par Etsy, vous avez énormément de frais et c'est de l'argent en fait qui aurait pu servir à créer votre site web, tout bêtement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour se démarquer, il faut arrêter. Enfin, un conseil, c'est vraiment n'ayez pas peur de faire votre site web, d'être sur Instagram. Sur TikTok aussi, moi je m'y suis mis récemment là du coup, et c'est vrai que par contre TikTok ça n'a rien à voir avec Instagram, c'est faire beaucoup de vidéos, choses comme ça, beaucoup de contenu, mais la visibilité est plus instantanée, c'est-à-dire que la personne sur TikTok elle va voir ton produit, elle va se dire ça c'est ça, il me le faut, elle va le commander dans l'instantané, elle va pas attendre d'être convaincue et d'être comment dire elle va pas prendre le temps de réfléchir. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que moi-même, je me sens noyée. Parfois, je me dis, tu sais, les trucs un peu bateaux du style, sur mon site web, il me manquait à un moment donné une page, c'était les pages conditions générales de vente. Et en fait, je l'ai en entrée, enfin, je l'ai en arrière-plan et je m'étais dit, ah, j'ai oublié de la mettre. Mais je me suis dit, mais qui va voir que je l'ai pas mise? Tu vois ce que je veux dire? Je suis tellement petite au final que je me suis rendu compte que je suis noyée dans la masse de sites internet, dans la masse de revendeurs. Enfin, vraiment, je suis vraiment toute petite. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, tout est à jour parce qu'il faut que le site web soit à jour. Vraiment, je vous invite à être rigoureuse là-dessus et rigoureux. Mais oui, c'est vrai que je me suis sentie plus d'une fois noyée en me disant, mais waouh, qu'est-ce que je fais là, quoi? Quand toi, tu lances ton produit, t'y crois fort comme tu sais que c'est le produit idéal. Et bah, le panier, par exemple, je vends mes paniers, mais
j'ai une marque qui a été lancée en même temps, enfin une marque, et c'est fabriqué en Chine et je pense que c'est quelque chose de chinois, mais qui avait le budget de com, tu vois. Donc le fait qu'ils aient du budget com, on les voyait de partout. Et moi je me suis dit, mais les gars, mon panier il est aussi bien, sauf qu'il est fabriqué en France. Vous achetez le panier, c'est quasiment le même prix. Sauf qu'en fait, là, vous avez un produit chinois où il y a 70% de marge, voire 80% de marge. Et alors que moi, avec ma petite marge, allez, 40-50% grand max, bah, vous me feriez vivre en fait. Et là, tu te rends compte à quel point la communication et le marketing, c'est impactant sur ta façon de vendre et que avant de te perdre à créer 1001 produits pour satisfaire tout le monde, crée-toi quelques produits et concentre-toi sur ces produits et sur cette communication de produits parce qu'effectivement, ça peut décoller et ça sert à rien de s'épuiser à créer pour après être complètement fatigué et se dire, voilà, j'ai tout donné, mais ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que tu as une bonne idée, mais que malheureusement, personne ne la voit. Donc, ouais, parfois je me sens un peu noyée, je me sens un peu perdue. Je me dis, mais si j'avais, tu vois, je regarde en ce moment une émission en France qui s'appelle Qui veut être mon associé. Je pense que tout le monde la connaît. Mhm. Et je me dis, mais si je levais des fonds, si j'avais des fonds, enfin, je ferais de la com et je ferais connaître mes produits. Donc, ouais, la communication et le marketing, je pense que c'est vraiment, ça peut être un point noir pour beaucoup parce qu'on ne maîtrise pas, mais ça vaut l'investissement et ça vaut peut-être de se faire aider sur ce point-là et de trouver quelqu'un qui s'y connaît vraiment et pas n'importe qui sur les réseaux sociaux qui vous vend une formation à 50 euros et qui vous apprend à le faire parce que malheureusement, parfois, c'est pas du tout le cas et vous perdez plus d'argent qu'autre chose. Et est-ce que du coup, la boutique féline, on peut la retrouver en physique dans des magasins ou c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité? Ou sur les marchés peut-être ou dans des pop-up? Alors, sur les boutiques, il y a quelques boutiques en France. Je suis revendue en France, mais également en Europe. Et quelques boutiques aux États-Unis également. Waouh! Donc, ouais, ça a été une grosse surprise quand j'ai reçu une commande d'une boutique américaine, deux boutiques américaines, une à Los Angeles et l'autre à San Francisco, qui m'ont commandé des jouets en fait faits main pour chat. Donc, on pouvait les retrouver sur leur site. Ça, c'était plutôt une grande fierté. J'étais super contente. Donc, aujourd'hui, je suis revendue dans quelques boutiques françaises aussi sous le nom La Boutique Féline, tout bêtement. Et on peut également me retrouver dans pas mal de marchés. J'essaye de faire des marchés surtout locaux autour de chez moi parce que c'est toujours un peu délicat d'aller des marchés partout ailleurs. C'est un énorme budget de se déplacer aujourd'hui, surtout que quand on est créateur, il nous faut des stands, il nous faut nos produits. Donc voilà, il faut trouver des logements sur place et tout. Donc voilà, à chaque fois, c'est un investissement de faire un marché, c'est pas toujours des plus rentables. Donc, je fais beaucoup de marchés locaux, notamment tout ce qui va être un petit peu, tu sais, les foires artisanales, les choses comme ça. Un conseil aussi aux créatrices, ne visez pas les petits villages en vous disant, c'est bien, je vais avoir ma place. Essayez quand même de voir là où il y a beaucoup de visibilité. J'ai commencé en faisant des petits marchés dans les villages, ça m'a déprimée, honnêtement. Ça m'a découragée. Je me suis dit, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'avais une cible de clients en fait qui malheureusement dans les petits villages les chats vivent dehors et on m'a dit mais ça sert à rien de les jouer pour chats, vous faites ça pour rien. Donc ô combien de fois je me suis remise en question en faisant ce type de marché, je me suis dit je vais arrêter parce que ça me déprime et au final j'ai pas arrêté ma boutique, j'ai juste changé ma façon de voir et je suis partie sur des marchés beaucoup plus gros et là j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que ça plaisait, j'ai explosé et donc aujourd'hui je fais quelques marchés. J'aimerais bien faire un marché sur Paris qui s'appelle je crois que c'est le marché des créateurs. J'aimerais bien y être l'année prochaine. Ça, c'est pas de mes objectifs, donc j'aimerais bien pouvoir y exposer. Et sinon, on peut me retrouver. Donc là, cette année, c'est au mois de juin. C'est tous les ans au mois de juin. Donc là, c'est le week-end du 8 et 9 juin. Je serai à Meaux, dans le 77. C'est à 1h30 de Paris, en fait. Et c'est un salon, c'est le salon des animaux. C'est un salon qui est organisé par une association. Je leur fais un petit coup de pub en même temps. Venez nombreux, parce Coucou. qu'honnêtement, c'est un salon qui va être dédié au bien-être animal et qui va vraiment, il y aura pas de vente d'animaux sur place, il y aura pas d'éleveurs, il y aura pas tout ça, ce sera des associations. C'est-à-dire que vous pourrez adopter sur papier, parce que les chats ne seront pas présents, les chiens non plus, et venir rencontrer les chiens et autres. Voilà. Donc, ça permet aussi peut-être de mettre en contact un peu plus les associations avec les adoptants et il y aura plein de créateurs, de boutiques de créateurs, de créatrices, de petites boutiques en fait référencées sur le monde animal. Donc félin, canin et nac, et tous réunis au même endroit, donc à Meaux le 8 et 9 juin. Et honnêtement, l'entrée, elle est en fait, c'est 2 euros minimum, je crois, mais c'est un don, c'est-à-dire que tous les bénéfices du salon iront aux associations. C'est pas du tout un salon qui est créé pour faire du bénéfice comme un business, c'est vraiment pour les associations. Donc si vous êtes pas loin de Paris ou même de Belgique et que vous avez envie de faire un super salon, je vous conseille de venir à ce salon qui vraiment, pour le coup, est vraiment sensible au bien-être animal, contrairement à d'autres salons.
Eh bien, on listera tout ça en description de l'épisode pour qu'on puisse retrouver ça plus facilement. Et dis-moi un petit peu, quand tu vends dans un marché, est-ce que tu réussis à convertir ces clients physiques en abonnés Instagram ou abonnés TikTok? Est-ce que ces gens, du coup, décident de te suivre de manière un petit peu plus longue, ou est-ce que c'est vraiment deux clientèles différentes et tu les traites, entre guillemets, de manière différente parce que, voilà, faut leur parler différemment pour toucher leur cœur? C'est vrai que tu parles pas forcément pareil à des gens que tu croises sur des marchés que sur Instagram. Instagram, je suis plus la créatrice bienveillante, vraiment facile d'accès. En vrai aussi, mais c'est vrai que c'est plus simple d'aller aborder des gens via les réseaux sociaux en leur disant ah j'adore ta photo, ton chat il est super mignon et tout machin de se présenter que d'être sur un marché et de dire salut, moi c'est Audrey, je suis créatrice de Bleu Bourgeois, est-ce que tu veux venir voir ce que je fais? C'est deux choses différentes, mais par contre, effectivement, du fil en aiguille, j'explique toujours que je suis présente sur les réseaux sociaux, que j'ai un site web, qu'on peut me retrouver, que je suis pas forcément sur tous les marchés du secteur. Mais par contre, voilà. En général, je fais aussi des petits sortes de concours. Ça permet aux gens de s'abonner directement au site Instagram et de transformer du coup ta clientèle après par la suite. Tu sais qu'ils te suivent, donc même s'ils n'ont pas acheté le jour J, qu'ils étaient juste de passage, ils ont vu ta boutique, ils ont participé au concours parce il y a un lot derrière. Tu sais que tu pourras toujours les rattraper un petit peu, donc voilà. Mais après, par contre, je reste toujours transparente, bienveillante. Enfin, voilà, je suis qui je suis. Et effectivement, j'ai des clients qui aujourd'hui m'ont rencontré sur des salons et bah du coup, vu que c'est au local, ils viennent à la boutique récupérer leur commande. Donc voilà, il y a même un retrait maintenant, click and collect, que je n'avais pas au début. Et voilà, donc c'était super cool aussi. Génial. Et alors, moi, j'ai quand même une question de curiosité, mais comment est-ce que San Francisco ou Los Angeles arrive chez toi et te dit, salut, j'ai envie de vendre tes créations? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils te découvrent? Comment est-ce qu'ils se manifestent? Tu reçois ce message, ce mail, je sais pas, qu'est-ce que tu te dis? Comment ça se passe tout ça? Alors, je pense que j'ai pas de mérite c'est pas grâce à mon site web ni même à ma page Insta. En fait, je suis sur une plateforme qui s'appelle Faire. Donc, pour toutes les créatrices, si jamais ça vous intéresse. Alors, c'est pareil, par contre, c'est une plateforme qui prend pas mal de frais pour faire de la revente, mais qui propose en fait le B2B directement. Donc, en fait, ce sont que des business qui viennent se loguer et qui peuvent commander en fait sur Faire. Et, eh bien, en fait, ils ont une catégorie marque française et il faut savoir que la marque, enfin, tout ce qui est français dans le monde entier, ça a mais un impact incroyable. J'ai même, en fait, quand j'ai commencé au départ, j'avais des petits drapeaux français sur mes jouets. Et de fil en aiguille, je les ai changés. En fait, maintenant, c'est mon logo dessus. J'ai même une cliente aux États-Unis qui a vu que j'avais changé mon logo, qui m'a dit, c'est possible de rajouter le petit drapeau français en plus? Parce que rien que le petit drapeau français va faire 23 fois plus vite le jouet. À l'international, il faut les remettre, quoi. Voilà. Donc, du coup, comme je suis à l'international, je remets mon petit drapeau français à côté de mon étiquette. Donc, voilà. Non, honnêtement, c'était incroyable. Et en plus, quand j'ai vu ma commande, j'ai halluciné. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, qui va venir acheter mes petits jouets pour chat fabriqués à côté de Paris, là, dans ma campagne? Et en fait, ils vont être vendus aux États-Unis à des Américains qui ont des chats. Enfin, ouais, franchement, c'est valorisant et c'est même encourageant, on va dire, de voir que ça plaît quand même à l'international, quoi. Eh ben, trop, trop bien. Dis-moi, je sais que tu en as déjà donné quelques-uns dans cette interview, mais est-ce que toi, tu as un ou le conseil que tu voudrais partager avec les auditrices de Créatrice Power, des créatrices qui sont là et qui sont aussi qui veulent faire grandir leur marque ou qui sont déjà présentes sur le marché des créatrices et des créations? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour continuer d'avancer? Je suis pas la mieux placée parce que moi, parfois aussi, j'aurais besoin qu'on me donne des conseils, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où le cœur est toujours là, en fait, dans votre création, où vous avez toujours l'âme de créatrice en vous qui vous dit que ça va fonctionner et que vous allez y arriver, ne lâchez pas et essayez effectivement peut-être de revoir des petits points, même si parfois c'est dur, même si j'entends que parfois on n'a pas le budget pour, mais parfois avec très peu, on peut faire beaucoup. Donc parfois, se reconcentrer sur soi-même, prendre du temps pour soi, ça peut aider énormément. Quitte à fermer pendant quelques jours parce que de toute façon, vous avez une commande par jour et que comment dire, vous déprimez parce que du coup, ça se vend pas, bah, fermez quelques jours, prenez du temps pour vous, concentrez-vous sur vous-même. C'est pas ces petites commandes que vous allez perdre. Les gens qui veulent vraiment commander, ils vont recommander plus tard chez vous, c'est pas un souci. Et vraiment se reconcentrer à soi-même, enfin vraiment se recentrer, ça peut vraiment être bénéfique pour repartir de plus belle et se dire, bon là, j'ai les idées claires. J'ai plus le stress de tout, je peux repartir à zéro, quoi. Eh bien, merci, merci pour ce conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter avant qu'on clôture l'interview?
Merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast parce que ça me permet aussi à moi de refaire un petit topo de tout ce que j'ai vécu en 4 ans et j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui ça fait 4 ans et voilà. Donc si mon petit podcast peut aider des personnes qui sont dans des niches un petit peu plus connues à se dire que rien n'est perdu, voilà. Ne désespérez pas, je fais des jouets pour chats et aujourd'hui je suis encore là, donc bonne chance à vous toutes et croyez en vous, c'est le principal. Eh bien, merci mille fois à toi. Avant de clôturer cet épisode, je t'ai menti, j'ai encore une question. J'ai pour habitude de demander à mes invités si elles ont le nom de quelqu'un dans le monde de la création, que ce soit une créatrice, que ce soit quelqu'un d'expert ou que peu importe, mais quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose aux auditrices de Créatrice Power. Est-ce que tu as comme ça un nom qui te vient en tête ou est-ce que tu penses à quelqu'un? Waouh, c'est très dur. Une non créatrice comme ça. J'ai une créatrice pour que je suis de très près, pour créatrice d'articles pour chiens qui a juste un parcours incroyable et c'est Iroquois. Et franchement, elle m'inspire énormément. J'adore ce qu'elle fait. Elle a une joie de vivre et voilà, je m'inspire énormément d'elle. Enfin, en tant que, je prends énormément de sa bonne humeur pour aussi m'aider à me dire, bon, voilà, tout est possible et honnêtement, voilà, ça peut être une personne à contacter. Voilà. Ça reste dans le domaine du chien et du chat, mais c'est mon domaine à moi. Eh bien, merci beaucoup à toi, Audrey. Merci pour avoir partagé l'histoire de ton entreprise créative et ton expérience. Moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. J'invite les auditrices de Créatrice Power à aller découvrir ton travail. Toutes les informations te concernant se trouvent en description de l'épisode. Merci mille fois et à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissances et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt.